La population de l'Est de la RDC va bénéficier d'une aide humanitaire à la hauteur de 100 millions d'euros, une aide d'une composante de l'Union européenne. C'est la délégation de l'Union européenne qui l'a annoncé à la première ministre ce lundi 12 mai à la primature. 100 jours du gouverneur Évariste Somo à la tête du Nord Kivu, l'opposition critique la lenteur dans l'exécution des projets de développement lancés en pompe. Enfin, le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité envers les journalistes emprisonnés dans le monde, victimes de la vérité. C'était lors de sa rencontre avec les professionnels des médias internationaux. Bonne semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal qui démarre avec la coopération. Les populations vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo bénéficieront d'une aide humanitaire à la hauteur de 100 millions d'euros. Une aide de ECHO, une composante de l'Union européenne créée pour exprimer la solidarité de cette institution envers les populations en difficulté. L'annonce a été faite à la première ministre par la délégation d'ECHO ce lundi 12 mai. À la primature, on en parle avec Patrick Iso-Bongese-Bokuma. C'est la délégation de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire qui a rencontré la première ministre Judith Suminwa. Conduite par son directeur général Hans Stas, ECHO souhaite renforcer l'aide humanitaire dans l'Est de la RDC. Cela dans les domaines médicaux, de la nutrition et de l'hébergement des victimes. L'objectif de ma mission, c'est vraiment de faire stock, de voir de mes propres yeux la situation humanitaire dans l'Est et de discuter avec les autorités ici à Kinshasa et surtout avec Madame la Première ministre sur des moyens pour rendre encore plus efficace l'aide humanitaire qu'on est en train d'acheminer vers l'Est du pays. Nous pensons que la situation humanitaire dans l'Est du pays est extrêmement préoccupante. Il y a des besoins énormes dans le domaine médical, domaine de nourriture, hébergement et autres. La chef du gouvernement de la RDC a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens du soutien à la population de l'Est. Les 100 millions d'euros décaissés par ECHO feront bien l'affaire. La Croix-Rouge, les ONG, pour soutenir la population congolaise dans cette crise. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise l'un jour de l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population dans l'Est du pays. Nous avons débloqué déjà 100 millions d'euros cette année pour soutenir les opérations humanitaires et on a organisé un pont aérien, donc une opération logistique pour acheminer de l'aide du matériel de l'Europe vers la République démocratique du Congo. Cette institution ECHO a été créée en 1992 pour exprimer la solidarité de l'Union européenne envers les populations dans le besoin à travers le monde. Et quittons la coopération pour parler économie. La République démocratique du Congo doit diversifier son économie dans les contextes actuels marqués par la guerre d'agression. La première ministre l'a annoncé à la 43e réunion du Conseil des ministres. Et cette diversification doit se faire notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, avec un effort de déclenchement des zones rurales. Patrick Iso-Bongese-Bokuma revient. Cette 43e réunion du Conseil des ministres était l'occasion pour la chef du gouvernement de prévenir sur la nécessité de poursuivre la diversification de l'économie congolaise dans le contexte sécuritaire actuel. De ce fait, a fait savoir Judith Suminwa, il est question de privilégier les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage avec un effort de désenclavement des zones rurales. Ces préoccupations sont notamment déjà prises en compte dans le PDL 145 territoires et dans le programme présenté par le ministre du Développement rural qui comprend plusieurs champs d'action, entre autres les voies navigables et les routes de desserte agricole. À cet effet, la réunion du comité de conjoncture économique du gouvernement qu'elle a tenue le mercredi 7 mai 2025 a examiné les conditions de la mise en place d'un programme d'action minimum
dans un délai relativement court dans le but de refléter les résultats encourageants réalisés sur le plan macroéconomique dans le vécu quotidien de nos concitoyens. La Première ministre a, à ce propos, chargé la Commission Économie, Finances et Reconstruction, ECOFIR, du gouvernement de déterminer les actions prioritaires devant constituer ce compact d'intervention prioritaire et urgente et de définir une stratégie claire de financement qui devrait bénéficier du même degré d'urgence que celui accordé aux dépenses sécuritaires. Les conclusions sont attendues à la prochaine réunion du Comité de conjoncture économique dans la perspective de leur présentation au Conseil des ministres. Dans un autre chapitre, la Première ministre a parlé de la question de l'intégrité des états financiers dans les entités publiques. Judith Souminois a de ce fait attiré l'attention des membres du gouvernement sur l'importance de l'intégrité, de la sincérité et de la transparence des états financiers produits par les entités publiques. Et parlons de la relation République démocratique du Congo au Rwanda. Nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, des coopérations, des cohabitations pacifiques. C'est la réaction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à la 3e conférence interparlementaire africaine tenue sur les défis mondiaux émergents. Les propos du président de l'Assemblée nationale sont recueillis pour vous par Rachel Adasaliwala. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant: nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Et dans un autre chapitre, 100 jours du gouverneur militaire Évariste Somo à la tête de la province du Nord Kivu, l'opposition critique la lenteur dans l'exécution des projets de développement lancés en grande pompe, tandis que du côté de la majorité, on appelle à la relativisation. Pour elle, la sécurité reste un défi et d'ordre national. Un reportage signé Rachel Adasaliwala. 100 jours après sa prise de pouvoir à la tête de la province du Nord Kivu, son bilan divise la classe politique. Si pour les uns, il y a lenteur dans l'exécution des projets, d'autres estiment que les défis actuels restent la sécurité. On savait que c'est ici où l'on va reconstituer la force pour déloger l'ennemi de là où il est, le gouverneur. Depuis qu'il est installé, aucune attaque n'a été menée contre l'agresseur. C'est chaque jour qu'on nous annonce le lancement des activités, mais arrivé sur terrain, rien n'évolue. Il n'a rien fait. Nous connaissons tous les raisons. Ce qui a fait tomber toutes les localités, les mêmes raisons ont demeuré. Ce n'est pas de sa part qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de différent. Il avait l'intention de reprendre la ville de Goma. Rien ne pouvait être fait à cause de la réalité du contexte de la guerre.
Il faut dire que le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo, gère presque la moitié de la province du Nord Kivu. Et poursuivons ce journal avec cette information relative à la sécurité. Plusieurs bandits urbains, communément appelés Kuluna, arrêtés, ont été présentés ce lundi 12 mai à la population vivant dans le quartier Kingabwa. À limiter ces malfrats sont poursuivis notamment pour vol, extorsion et coups et blessures commis contre les paisibles citoyens. C'est le sous-commissaire de la police nationale congolaise, Eli Madoula, commandant commis au poste de la police des Anges à Kingabwa, qui les a appréhendés. Reportage. Cette bande des inciviques appelée communément Kulunam, composée d'une vingtaine de personnes, s'est illustrée par des vols, extorsions et coups et blessures contre les paisibles citoyens, précisément au quartier Nzadi à Kingabwa, dans la commune de Limete. C'est le sous-commissaire de la PNC, Eli Madoula, commandant commis au poste de police des Anges à Kingabwa, qui les a appréhendés. Que la population ait confiance en nous, qui demeurent toujours à dénoncer les malfaiteurs comme ils ont l'habitude de le faire, et qu'ils inspirent confiance en nous toujours. Elles sont nos partenaires et c'est avec eux que nous allons collaborer et nous allons faire asseoir la sécurité au sein de ce quartier Nzadi. Et que de ne pas se limiter ici, comme les victimes, qu'ils agissent au tribunal, que la justice sort leur sort et qu'ils soient condamnés. Et cela va prêcher aux autres. Mais si ils ont toujours l'habitude de se limiter par chez nous ici, et par après aux échelons supérieurs, ils n'arrivent pas. Et c'est de la sorte vous voyez qu'il y a des colons arrêtés et libérés. C'est parce que vous ne faites pas de poursuites jusqu'à la fin. À l'une des victimes d'extorsion de relater les faits. Je me rendais à la cabine téléphonique pour me procurer de la connexion Internet. Soudain, j'ai vu 3 personnes m'entourer, me demandant de leur remettre mon téléphone. J'ai constaté que c'était des bandits urbains qu'on appelle Kuluna. Du coup, je pris mon téléphone pour le jeter dans une parcelle voisine. Par la suite, ces inciviques m'ont ravi un autre téléphone et 150 000 francs congolais. Et lorsque je voulais me sauver, ils m'ont donné un coup de machette au niveau de l'épaule. Je demande à ce qu'on me restitue mon argent et mes biens. La population, pour sa part, salue la bravoure de ces éléments de la police nationale de mettre la main sur ces hors-la-loi. On en vient encore à la coopération. Le ministre congolais de la communication appelle les peuples des deux Congos à raconter positivement leur histoire. Patrick Mouyaya Katimbwe l'a indiqué dans son intervention lors de la deuxième partie de la conférence dénommée Diaspo Summit République démocratique du Congo, République du Congo 2025. C'était au Grand Hôtel de Kintele à Brazzaville, en République du Congo. On en parle avec Patrick Isobongese Bokuma. La deuxième partie de la conférence Diaspo Summit RD Congo s'est tenue comme prévu à Brazzaville. Le ministre RD congolais de la communication et médias Patrick Mouyaya prit part à celle-ci. Intervenant du haut de la tribune, l'homme du changement de narratif a invité l'assistance à la prise de conscience. Celle-ci, a-t-il souligné, est la manière de raconter positivement l'histoire de son pays. Qu'il ne faut pas, pour ceux qui sont partis, considérer que l'environnement dans lequel vous vivez, c'est un environnement qui a été préparé par vos aînés. Au contraire, il faut considérer, et c'est cela, en mon sens, l'essence de la diaspora, c'est d'avoir ceux qui sont partis, qui ont appris des autres,
et qui sont en mesure de venir reconstruire chez nous. Alors, on va pas aller dans la comparaison des États dans leur histoire, parce que chaque État, chaque pays a son histoire, mais on peut nous considérer que nos champions de la diaspora peuvent venir et devenir des champions dans l'innovation chez nous. Parce que considérez que dans la diaspora, le métier que vous exercez, vous serez jamais l'unique, vous serez jamais les seuls. Mais par contre, pour certains domaines, vous pouvez revenir à Kinshasa, à Brazzaville et être le pionnier. Et il n'y a rien de mieux. Et donc, il faut que au milieu de tout ça, on se dit, en tout cas, nous devons nous réapproprier nos narratifs à nous et savoir comment on le raconte. Parce que la manière de raconter son pays, la manière de raconter son histoire, fera en sorte qu'il soit plus attractif. Patrick Mouyaya va rappeler que l'appropriation de cette histoire se base à plusieurs niveaux. Dès lors que nous nous approprions du narratif, chacun de nous devient un acteur. Parce qu'il ne faut pas considérer que la grande œuvre de la communication sur le Congo n'est que le travail de Thierry Mungala. Non. Chacun de nous est un acteur dans un contexte où tout le monde a droit à la parole. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux qui, lorsque je regarde mon collègue, on en parlait tout à l'heure, on le regarde sur les défis que cela nous impose en termes de régulation, en termes de contenu, en termes de comment on s'assure que nous protégeons nos plus jeunes qui ont accès à tout à travers les téléphones. Mais ces réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient, comme à tout. Cet événement dédié au renforcement de compétences et élargissement des réseaux a évoqué plusieurs thèmes, notamment l'autorisation de la femme, l'entrepreneuriat, la valorisation des matières premières, le transport, l'énergie, le sport, la jeunesse et l'emploi. Dans l'actualité également, l'humanité a célébré ce lundi 12 mai 2025 la journée mondiale de la fibromyalgie, connue sous les noms de la fatigue constante, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. La maladie touche beaucoup plus les femmes dont l'âge varie entre 35 et 45 ans. C'est quoi la fibromyalgie? Élément des réponses avec le docteur Dieu merci Biloukidi dans un papier signé à Fermi Vita. La journée a pour objectif de sensibiliser les gouvernements, les institutions et médias sur la situation des personnes qui souffrent de cette maladie. C'est quoi alors la fibromyalgie? La fatigue chronique diffère de la fatigue prolongée en ce sens que c'est un syndrome qui survient chez les patients pendant au moins plus de 6 mois. Le malade a des symptômes pendant plus de 6 mois. Poursuivant son speech, le docteur Dieu merci Biloukidi nous parle des symptômes de la maladie. C'est un syndrome qui est fait des signes comme la fatigue chronique, un épuisement constant, un sentiment d'emprisonnement, une fatigue exagérée. Le patient est incapable d'assurer ses tâches journalières. Il a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des maux de tête inhabituels. Et ça peut même déboucher sur la dépression. Quelles sont alors les causes? Sa cause exacte n'est pas connue, mais il y a des facteurs déclencheurs qu'on peut citer, notamment une infection virale, un trouble immunitaire, notamment un traumatisme physique ou psychologique. Les traitements précis n'est pas connu, mais il y a quand même des recommandations qu'on fait, notamment éviter le surménage, éviter le stress. Les patients doivent suffisamment dormir et doivent limiter ou éviter la consommation de l'alcool, du tabac ainsi que de la caféine. Pour la petite histoire, la date du 12 mai correspond à la date d'anniversaire de Florence Nightingale, la première patiente à être diagnostiquée de cette maladie à l'âge de 35 ans. De la journée mondiale, parlons de la journée internationale. Nos infirmières, notre avenir. Prendre soin des infirmiers pour une économie plus forte. Tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée internationale de l'infirmière. Célébrée le 12 mai de chaque année, cette journée vise notamment à reconnaître les nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers dans la société. On en parle avec Ida Maloba. Le 12 mai de chaque année, le monde entier s'arrête un instant pour lever le voile sur une réalité trop souvent ignorée, celle d'hommes et de femmes qui, en silence, veillent sur des vies. À l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière, un hommage est rendu à ces piliers invisibles du système de santé.
Du premier cri d'un nouveau-né à la dernière maintenue des moments d'adieu, l'infirmier est là, présent, constant, humain. L'infirmier soigne les corps, apaise et souvent redonne espoir là où tout semble s'effondrer. Il exerce dans des conditions parfois hostiles, avec un cœur plus grand que les moyens à sa disposition. En République démocratique du Congo, ce combat prend une dimension encore plus forte. Dans les hôpitaux, les centres de santé et les communautés rurales, les infirmiers sont le front de la résistance contre la maladie, l'ignorance et l'abandon. Mais malgré ces défis, ces infirmiers tiennent bon. Le 12 mai est une occasion de célébrer non seulement la profession, mais de saluer aussi l'engagement des infirmiers, mais aussi s'allier à eux pour la revendication de leurs droits, à une meilleure protection, à une valorisation réelle et à des conditions de travail dignes. Tous les infirmiers devraient se sentir fiers de leur métier noble. Et puis le pape Léon XIV exprimait sa solidarité envers les journalistes emprisonnés dans le monde pour avoir cherché à rapporter la vérité. Le souverain pontife a en outre demandé leur libération. C'était à l'occasion de sa rencontre avec les professionnels des médias internationaux ce lundi 12 mai 2025. Ida Maloba. Permettez-moi donc de répéter aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché et avoir rapporté la vérité. Et par ces mots aussi, nous souhaitons demander la libération des journalistes emprisonnés. L'Église reconnaît en ces témoins, et je pense à ceux qui racontent la guerre même au prix de leur vie. L'Église reconnaît dans ces témoins le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, car seuls des peuples informés peuvent prendre des décisions libres. Et dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a proposé le samedi dernier des négociations directes et sans conditions préalables avec l'Ukraine. Celles-ci doivent avoir lieu à partir du 15 mai prochain à Istanbul. Une annonce qui intervient après plus de 2 ans des conflits intenses entre les deux pays suivait. La proposition du président russe de négocier directement avec l'Ukraine est une grande surprise pour la communauté internationale. Dans les rues de Moscou, les réactions sont partagées entre scepticisme et résignation. Les négociations étaient nécessaires dès le début, mais il me semble que la partie ukrainienne n'acceptera pas. Ils sont trop hostiles comme l'ensemble de l'Occident. À Kiev, Volodymyr Zelensky se dit ouvert aux discussions. Mais ce dernier pose comme condition un cessez-le-feu total et immédiat, une proposition que certains critiquent. Les deux parties ne trouveront pas de compromis. Ce conflit va continuer jusqu'à ce que Zelensky décide d'y mettre fin. Nous espérons une issue positive. Nous avons fait un premier pas. Une fois de plus, espérons que cela mènera à quelque chose de bon. Pour plusieurs analystes, cette proposition pourrait avoir des visées stratégiques. En se présentant comme le camp de paix, Moscou cherche peut-être à diviser les soutiens occidentaux de l'Ukraine et à gagner du temps sur le front militaire. Reste à savoir si cette offre de négociation, annoncée sans préalable mais en pleine intensification des combats dans les Donbass, aboutira à une véritable reprise du dialogue ou si elle s'ajoutera à la longue liste des tentatives avortées. Et fin de ce journal, on vous rappelle les principaux titres. La population de l'Est de la RDC va bénéficier
bénéficier d'une aide humanitaire à la hauteur de 100 millions d'euros, une aide d'une composante de l'Union européenne. C'est la délégation de l'Union européenne qui l'a annoncé à la première ministre ce lundi 12 mai à la primature. 100 jours du gouverneur Évariste Somo à la tête du Nord Kivu, l'opposition critique la lenteur dans l'exécution des projets de développement lancés en pompe. Enfin, le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité envers les journalistes emprisonnés dans le monde victimes de la vérité. C'était lors de sa rencontre avec les professionnels des médias internationaux. Et c'était là l'essentiel de l'actualité sur Vert Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur votre télévision.